Bernard, bonjour. Bonjour. Très heureux de t'avoir avec nous cet après-midi. Alors, une année dans laquelle les territoires ont été mis à contribution. Et donc, c'est vrai qu'au-delà de votre présence récurrente sur des salons de l'innovation comme Vivatech, le CES l'année précédente, c'était intéressant d'avoir un peu ton retour sur cette période et sur ce sujet un peu de l'innovation. Quelle a été vraiment la place de l'innovation pour la région Île-de-France dans les années sur lesquelles tu as pu accompagner la région et quels ont été les grands moments un peu marquants de cette mandature? Merci. Effectivement, ça fait presque 5 ans que je suis à la région Île-de-France en charge de l'innovation. Donc, on a vu un peu l'évolution. Peut-être s'arrêter sur cette année un peu particulière. Bien sûr. Dire justement, on n'a pas voulu s'arrêter, on n'a pas voulu freiner et on a continué à maintenir nos budgets d'innovation. Bien sûr, on a rajouté des budgets, des aides pour soutenir les commerces, pour soutenir les entreprises, etc. Mais l'innovation est restée une priorité. Et d'ailleurs, sur le budget 2021 qu'on vient de voter, on a décidé d'augmenter. On va dédier environ 50 millions d'euros pour InnovUp, ce qui devrait nous permettre d'aider environ 500 startups sur l'année prochaine en Île-de-France. Très bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et c'est d'ailleurs ce qu'évoquait d'ailleurs le gouvernement il y a quelques temps, c'est-à-dire que pas reproduire l'erreur de 2009, où effectivement tout s'était arrêté, et puis je crois qu'à l'époque il y avait une crise de cash aussi, c'est au contraire continuer l'investissement, continuer à accompagner, pour qu'au moment de la recovery, on ne se retrouve pas avec ce qui apparemment s'est passé en 2010, c'est-à-dire tout un tissu économique décimé qui n'est pas à même de reprendre le business face à des acteurs américains ou je crois en l'occurrence allemands qui avaient été très dynamiques pendant la crise et qui du coup ont surfé un peu sur la reprise pour être très présents. Non, tout à fait, c'est ce qu'on a essayé en votant au mois de juin un plan de relance de 1,3 milliard au niveau de la région. Et notre objectif était de le dépenser au maximum. Et je crois que 90% des montants de ce plan ont été engagés sur l'année 2020. C'est aussi pour nous, je dirais que la volonté, on sait que on a un certain nombre de secteurs qui étaient peut-être un peu en retard, comme on parle du commerce, des restaurants. Toute la partie retail. Voilà, un retail qui était un peu compliqué. Ça nous a permis, nous aussi, d'accélérer les aides qu'on pouvait leur donner, parce que c'est vrai qu'il fallait les accompagner dans les investissements. Donc on a lancé le chèque numérique qu'on avait lancé à l'automne 2019. On a multiplié par 10 ou 50 le nombre de chèques. On a aussi aidé un certain nombre de communes à créer des places de marché. Donc j'étais très heureux de voir que Wishibam avait été nominée. Tout à fait. D'ailleurs, elle est intervenue hier. On était très heureux de la voir. Et c'est vrai qu'elle a aujourd'hui remporté un certain nombre de marchés avec des collectivités en Île-de-France pour créer des places de marché et que la région vient soutenir aussi pour... je dirais que c'est le moment d'accélérer. Les commerces étaient peut-être un peu en retard. Et au cours de cette crise... Finalement, tout le monde s'est mobilisé pour les accompagner et ça leur a fait passer un cap. Alors, le retail, c'est un sujet. Après, il y a toute la partie innovation santé. Vous avez à la fois développé un lab, enfin, tout un écosystème de e-santé. J'aimerais bien que tu puisses partager quelques éléments là-dessus. Et puis, vous avez été très présent pendant la période de Covid, avec la période des masques quand il en manquait. Là, il y a les vaccins qui arrivent. Si tu peux nous partager un petit peu toute votre action, à la fois en accompagnement, innovation et en même temps en termes de dispositifs. Alors, sur la partie innovation, c'est vrai qu'on avait prévu de sortir en 2020 notre plan filière industrie de santé. On devait le sortir au mois de mars. On s'est dit, on va attendre la crise, on va attendre un peu. Et donc, on a attendu finalement le mois de septembre. Ça nous a permis de le revisiter, de muscler, etc. Dans les priorités affichées, j'étais juste avant avec la PHP, il y a toute la question des plateformes de données de santé. On vient de lancer une étude avec la PHP pour identifier un modèle économique, comment les accompagner, etc. Et en tout cas, pour nous, c'est un vrai enjeu. La région est toujours un peu un intermédiaire, une plateforme en tant que telle. Elle est là pour aider à structurer des filières et on voit très bien que la structuration de la filière aujourd'hui passera par l'accompagnement à la création de plateformes de données sectorielles, etc. Et on essaye d'identifier des modèles d'affaires. Sur la partie accompagnement en cette période difficile, sur la partie santé, quels ont été vos grands dispositifs ? Sur la partie santé, on l'a presque oublié, mais c'est vrai qu'en mars 2020, il n'y avait pas de masque en France. Oui, exact, oui. Et donc, on s'est mobilisé avec nos partenaires, nos collaborations, etc. Et donc, on a acheté 30 millions de masques. On a mis en place une centrale d'achat sur notre plateforme Île-de-France Smart Service. Là aussi, c'était une plateforme existante. On a pu créer un outil en 5 jours et on a mis à disposition des entreprises tous ces outils. Et puis, on a continué. Ce week-end, c'est 300 villes en Île-de-France qui vont pouvoir faire des tests grâce à la région Île-de-France.
Et puis sur le vaccin, on a montré notre disponibilité, mais à ce stade, on attend un peu le retour. Mais en tout cas, on est prêt. Les équipes sur ce sujet, on s'est aussi, nous aussi, en tant que région, réorganisé d'une certaine manière. On avait posé des bases de notre transformation et on a pu s'en servir. Mais c'est vrai que c'est une forme de réorganisation. C'est vraiment le service au public. Enfin, je dirais du service public. On est passé du service au public. Alors, pas mal d'enjeux. Du coup, dans cette période post-Covid, sur quel grand thème vous allez mettre l'accent ? Alors, pour faire l'enchaînement sur la santé, on va lancer les assises régionales de la bioproduction. Très bien. Donc l'idée, c'est effectivement de capitaliser sur ces sujets. Il y a un plan national, on veut s'inscrire dedans, donner notre part. On a des points forts avec le Génopôle, on a Sanofi qui a des projets, etc. Donc pour nous, ça c'est un axe. Le quantique, puisque j'ai vu Olivier juste avant. Tout à fait. On attend, alors nous, sans attendre le plan du gouvernement qui, je l'espère, ne serait tardé, on a commencé à lancer nos premières actions. Je dirais 2 actions fortes. La première, c'est un réseau de communication quantique entre Saclay et Paris. Très bien. Avec Orange, avec Thales, avec Candela, avec évidemment le Lipsis à Paris. Enfin voilà, donc 9 acteurs qui se mobilisent pour créer ce premier réseau. Et puis ce qu'on a créé, c'est le pack quantique. Donc en gros, c'est un financement pour les startups, pour leurs projets d'innovation avec les grands groupes. Et donc là, on a pu soutenir Pascal dans le cadre d'un projet avec EDF. Et puis d'autres projets de Qubit Pharmaceutical aussi, qui a été cité. Et enfin, on sent aussi qu'un certain nombre de startups étrangères pourraient s'implanter. Et typiquement, on attend l'implantation d'une startup anglaise prochainement dans le cadre de ces projets. Alors, on intervenait hier avec le ministre Cédric O sur effectivement les opportunités autour du haut débit, de la 5G. Est-ce que du coup, où vous en êtes sur la région Île-de-France ? On pense que c'est un terreau pour beaucoup d'entrepreneurs français comme la 4G il y a quelques années. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs là-dessus ? Alors sur le très haut débit, pour avoir repris effectivement les chiffres, 30% des logements franciliens étaient éligibles à la fibre optique en 2015. Aujourd'hui, c'est 87-88% des logements qui le sont. La région Île-de-France a mis environ 100 millions d'euros pour aider les territoires, essentiellement les territoires ruraux. On n'est pas loin. Objectivement, on s'était donné fin 2021, on n'est pas loin, sauf en Seine-et-Marne, qui est la moitié de l'espace, avec beaucoup de petits territoires, etc. On est plutôt sur 2023. Mais je dirais que sur cette partie de la fibre optique, le travail est quand même bien engagé, même si on sait que c'est toujours trop long d'attendre. Pour certains, 2 ans avec la crise qu'on a eue reste trop, mais je dirais que les chiffres montrent qu'il y a eu une vraie accélération de tous les acteurs sur ce sujet. Alors, autre sujet sur lequel vous avez eu pas mal d'interactions aussi, c'est tout ce qui est lié à la mobilité. C'est vrai que là, les choses sont en train de se mettre en place, mais les coronapistes, c'est clairement un acquis. Aujourd'hui, on voit les mobilités, la technologie permet du coup de se déplacer de manière plus intelligente et avec moins d'impact. On est dans une session cet après-midi effectivement autour de l'impact. Quelles sont un peu les grandes lignes ? Est-ce que vous allez continuer à investir sur cette mobilité dans un contexte, après on sait très bien qu'il y a un sujet de financement par rapport au Pass Navigo et compagnie, mais en tout cas dans les nouvelles mobilités, les mobilités douces, est-ce que vous allez continuer un peu à étendre le réseau et à proposer des nouveaux services ? Oui. Alors là-dessus, c'est vrai que sur les transports, on continue à investir, puisque vous avez vu que le marché pour le RER B a été passé. Donc, tout à fait, Bombardier finalement. Donc voilà, donc l'offre classique, on continue. L'offre de service et la qualité de service, on y est. On va enfin pouvoir, c'est une première étape, payer son pass Navigo sur iPhone, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Samsung était engagé. Donc cette partie-là, on continue sur la fin du ticket de métro. Donc les investissements sont faits. Il y a eu un gros investissement sur tout le changement de système billettique qui va permettre aussi de faire un certain nombre de choses avec World Online. Et puis évidemment, sur les mobilités, on a fait le pari de ce qu'on a appelé les RER vélo. Et donc là, il y a un engagement assez fort de la région. En fait, ce qui pose problème, c'est les ruptures entre pistes, etc. Et donc c'est l'accompagnement de la région pour aider les collectivités locales à mettre un frein à ces ruptures. Et puis le gros succès de Véligo, l'offre de location de vélos électriques, où effectivement, qui fonctionnait déjà très bien, mais avec la crise qui a complètement, entre guillemets, explosé au niveau des demandes, et sur lequel on vient aujourd'hui d'enrichir l'offre, puisqu'il y a aussi des vélos cargo, etc., dans l'offre d'Île-de-France Mobilité. Très bien. Quels sont en gros les dispositifs que vous pensez mettre en place pour les entreprises dans cette période post-Covid ? Alors,
dans la période Covid, on a travaillé avec le fonds Résilience, qui est un fonds d'aide pour les plus petites entreprises, un peu celles qui n'ont rien eu. On se bat en ce moment pour pouvoir le prolonger, puisque on était dans un dispositif dérogatoire jusqu'à la fin de décembre, mais c'était avant le deuxième confinement, donc on continue. On a aussi mis en place ce qu'on a appelé PME Relance, donc c'est un fonds de relance qui permet d'aller jusqu'à 800 000 € de subventions pour des projets industriels. Là aussi, notre idée est de se dire, il y a encore des gens qui veulent investir, et cela, il faut les accélérer, il faut les accompagner, ils veulent innover. Et puis, on a senti aussi, au travers des ETI, on a un club ETI qui est présidé là, par Pierre-Olivier Brial de Manutan, qui a réuni environ 100-120 ETI. Voilà. On voit bien que l'enjeu de la transformation numérique des ETI est au cœur des sujets. Et dans l'ETI Act qu'on va signer avec eux, cette convention, c'est vraiment le premier point aujourd'hui à l'heure du jour. Donc, on va vraiment accélérer là-dessus. Ouais, ce qui est particulièrement intéressant, c'est vrai que on le voit dans la création d'emplois, les ETI ont un rôle assez important en fait. Par ailleurs, ils ne sont pas tous concentrés en centre-ville. Et donc, dans cette logique francilienne territoire, il faut continuer à ancrer les entreprises, ancrer les initiatives. Donc, c'est plutôt intéressant de voir qu'ils sont fortement mobilisés, quoi. Et effectivement, les études montraient que c'est eux qui avaient créé le plus d'emplois avant la crise sur les 5 ou 6 dernières années. Et comme tu le dis, on a des entreprises, là on a aidé par exemple le groupe Chris à Bainzinville dans les Yvelines à relocaliser une partie de sa production de verre haut de gamme qu'il faisait en Chine et qui aujourd'hui il le refait en Ile-de-France. Alors ça nous permet d'attaquer la partie sur l'attractivité internationale. Évidemment, Covid a freiné pas mal de choses, mais il y a quand même des retours intéressants d'entreprises étrangères qui viennent s'installer en Ile-de-France. Donc c'est quand même un gain un peu... Enfin, c'est assez positif en tout cas comme retour, quoi, j'imagine. Oui, et en tout cas, le travail qu'on fait nous dans cette période avec l'agence d'attractivité Choose Paris Region, c'est de se dire il y a des entreprises existantes étrangères qui ont déjà investi. Avant d'en attirer des nouvelles, enfin on continue ce travail, mais revoyons-les, soyons attentifs à leurs demandes et garantissons que ces entreprises qui ont déjà là ont encore des projets, sont toujours soutenues par leur siège à l'étranger, etc. Parce qu'il y a en gros, les décisions d'investissement sont un peu revues. Donc, par exemple, sur l'intelligence artificielle, on a monté un club intelligence artificielle avec tous les directeurs d'IA de sociétés. Donc, il y a Fujitsu, il y a IBM, il y a enfin un certain nombre, une vingtaine d'acteurs étrangers qui ont implanté des centres de R&D d'IA là-dessus. Et on continue à travailler avec eux. Alors, dans le cadre des grands échanges internationaux entre régions, quelles sont un peu des régions dans le monde avec lesquelles vous avez le plus d'interactions et qui vous semblent des pistes et des voies ou des modèles à peut-être répliquer pour l'Île-de-France ? Alors, on a peu de collaborations, mais on en a plusieurs. On en a une avec la région de Séoul, une autre avec la région des Grands Lacs, une autre en cours avec la Bavière et le Québec. Alors avec la Bavière, c'est assez intéressant parce qu'on avait monté le challenge intelligence artificielle, IA for Industry, IA for Health, et la région Bavière est en train de construire sur la base de ce modèle-là, avec le NS Paris-Saclay, l'équivalent d'un challenge, donc des opérations assez intéressantes. Évidemment, on regarde pas mal la Corée du Sud qui quand même... Enfin, aujourd'hui, je crois que la Corée investit 6% de son PIB dans la R&D, quand la France est à 2,2%. Et je crois que ça reste quand même un exemple de capacité de mobilisation financière au service de l'innovation. Donc là, il y a des choses intéressantes et on a un certain nombre d'incubateurs qu'on a aidés à établir des liens ou des collaborations avec eux. Bah, c'est sûr que, vu d'Europe, cette culture de l'investissement extrêmement militant, qu'on est à 6%, en Chine, on voit des structures qui sont à 10% de réinvestissement. On se dit qu'effectivement, il y a peut-être un enjeu d'essayer d'investir un peu plus et de sortir des 2-3% classiques qu'on peut voir en France, quoi. Non, c'est fondamental. Si la relance, si l'argent, les milliards qui sont là, le PIA 4 peuvent orienter, je pense que c'est une bonne chose. Mais je crois au-delà de l'argent, c'est aussi la capacité d'accélérer. Et c'est peut-être un petit peu ce qui fait défaut. On a l'impression d'avoir du temps, mais je crois qu'on en a de moins en moins, en tout cas dans cette partie-là du monde. L'Europe doit vraiment accélérer. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir un commissaire européen comme Thierry Breton aujourd'hui qui joue ce rôle, en tout cas au niveau de l'Europe. À l'État de le faire. En tout cas, nous, région, on est prêts, on a essayé, et je dirais que c'est un de nos combats quotidiens d'avoir des projets qui soient pas trop longs, mais qui aient un impact assez direct, assez rapide au service de la population.
Alors, du coup, on l'a évoqué pendant ces 2 jours. Malheureusement, il va y avoir un certain nombre d'activités, de commerces qui vont s'arrêter et d'autres qui vont travailler pendant cette période sur la création de nouveaux produits, de nouveaux projets. Quelles sont un peu les grandes pistes que vous voyez en termes d'accompagnement, de développement, les grandes filières que vous pensez pouvoir accompagner dans un contexte post-Covid qui n'était pas forcément prévu avant? Là, on parlait par exemple de logistique tout à l'heure. Enfin, il y a aussi avec la 5G toute l'industrie culturelle, des contenus immersifs. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé et qui se sont polarisées pendant le Covid. Donc, est-ce que dans les 2-3 minutes qui nous restent, on pourrait en parler? Je pense qu'il y a aussi, il y a beaucoup, comme on le disait, beaucoup de secteurs qui souffrent, comme la culture, le tourisme. Pour mémoire, en matière touristique, je crois qu'on va passer de 50 millions de visiteurs l'an dernier à 14 ou 15 millions. Wow. C'est plus de 600 ou 800 salons annulés, etc. Donc forcément, et avec le Covid, et on le voit aussi ici, où vous êtes réinventé, tout le monde se réinvente, et on voit bien, et je crois que Vivatech aussi y travaille, cette alliance entre physique et numérique qu'on avait dans le commerce, mais qu'on va avoir dans l'événementiel. Et donc, je crois que c'est un vrai axe de travail. On a pris de nouvelles habitudes. Et donc, je crois que c'est un vrai axe, en tout cas pour le soutien à l'innovation. La culture, je pense qu'aujourd'hui, le secteur de la culture, c'est extrêmement difficile. Je discutais encore avec une start-up très intéressante, Delight, qui cherche à redonner en fait la maîtrise de la data à tous les acteurs les théâtres, etc. En fait, on se rend compte qu'ils ont délégué toute leur billetterie à d'autres acteurs. Ils ne sont pas en capacité de relancer leur public, leurs fidèles. C'est extrêmement difficile aujourd'hui pour ces acteurs de rentrer en contact avec les acteurs culturels. Et je crois que là, il y a un travail. Il y a besoin d'une tech force culture, je dirais peut-être en Ile-de-France, compte tenu du poids, pour travailler là-dessus. Et puis, dernier élément, je crois qu'on a effectivement, sur le sujet de la mobilité, il reste un champ, on en a parlé, mais je crois que ça reste un champ sur lequel on peut avancer. Ouais. Et celui de la ville du futur, vous avez beaucoup travaillé dessus. On a pas mal travaillé. Mais je pense qu'on va sans doute lancer 1 ou 2 appels à projets pour avoir des programmes d'innovation, d'accélération autour du thème un peu large de la ville durable et de la ville connectée. Très bien. Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis à très bientôt pour cette année 2021 qui démarre. Merci Vincent, merci à tous. Ça marche, à bientôt.